quand on parle de manière d'agir mentale, on parle de quelque chose de vraiment bien précis, quelque chose que l'on fait avec son cerveau, mais qui simplement ne se voit pas de l'extérieur. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et aujourd'hui j'aimerais revenir sur le concept de manière d'agir mentale en revenant un petit peu sur la dimension de neurosciences qui est sous-jacente à ce type de manière d'agir. J'avais pris déjà dans une vidéo précédente l'exemple des petits points qu'on comptait dans sa tête. Donc on affiche des petits points sur un écran et puis on essaye simplement mentalement de les compter. Voilà, donc c'est le genre de situation où logiquement vous allez compter 1, 2, 3, 4 dans votre tête, c'est-à-dire que vous utilisez votre petite voix. C'est-à-dire que votre manière d'agir par rapport à votre objet d'attention qui est la ligne de points est d'utiliser cette petite voix pour prononcer le décompte. J'aimerais vous montrer dans un exemple d'expérience que nous avons fait au laboratoire à quoi peut correspondre cette petite voix dans un exemple de tâche qui est le suivant. Alors la tâche consiste, face à un écran, à voir apparaître une alternance de points de couleur et de lettres. Je vois apparaître, par exemple, un rond rouge, puis une lettre, puis un rond rouge, puis une lettre, puis un rond rouge, puis une lettre. Le point devient vert, une autre lettre. Le point devient vert à nouveau, une autre lettre, etc. Le but du jeu est simplement, lorsque vous faites face à l'écran, de mémoriser les lettres qui sont précédées d'un point vert. Donc, on peut distinguer comme ça vraiment deux moments. Le moment où vous êtes vraiment, en faisant attention à l'écran, concentré pour mémoriser les lettres, quand les points sont verts, ou quand vous êtes plutôt dans une attention relativement passive, c'est-à-dire que vous ne faites rien de spécial de ce que vous voyez à l'écran. Donc dans le cas de la concentration vraiment active, pour la mémorisation, on est actif, on fait quelque chose de particulier, on mémorise, on se dit avec sa petite voix la lettre qui vient d'apparaître. Et dans l'autre cas, on ne fait rien. Et bien tout ça se voit dans le cerveau. C'est-à-dire que si on enregistre une région qui est située par ici, qu'on appelle l'aire de Broca, qui sert à beaucoup de choses, mais en particulier à justement cette prononciation mentale, fait de se prononcer, de garder en tête avec sa petite voix des lettres, par exemple, ou un numéro de téléphone, ou un nom de famille, etc. Et bien si on enregistre cette région, on peut la voir vraiment commencer à s'activer uniquement au moment où la personne se concentre pour mémoriser les lettres. Donc ça donne ce type de courbe, où en bleu, eh bien, vous avez l'activité cérébrale qui est mesurée, puis vous voyez, l'activité de l'aire de Broca reste totalement plate lorsque les points sont rouges, puisque la consigne est de ne pas mémoriser, c'est-à-dire qu'on regarde, mais on ne fait rien de spécial, pas de manière d'agir particulière. Et puis tout d'un coup, quand les points deviennent verts, eh bien, vous avez donc cette consigne de mémorisation qui s'accompagne d'une manière d'agir, on devient actif, et on mémorise, donc c'est une action mentale, et qui se voit vraiment de façon très très claire au niveau de l'aire de Broca. Donc, quand on parle de manière d'agir mentale, on parle de quelque chose de vraiment bien précis, quelque chose que l'on fait avec son cerveau, mais qui simplement ne se voit pas de l'extérieur. Alors, il y a un PIM, on pourrait parler PIM dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand je vois apparaître le rond vert, eh bien, la lettre suivante, mon attention est évidemment portée sur la lettre, donc c'est ma perception, ce que je dois percevoir en priorité, c'est cette lettre. Et ce que je fais attention à bien faire, ma manière d'agir, eh bien, c'est de me prononcer cette lettre, et non seulement cette lettre, mais également les lettres précédentes que j'ai mémorisées. Donc d'ajouter cette lettre à la petite série de lettres que je me prononce en boucle mentalement, de façon à ce que, lorsque les lettres ont été finies d'être présentées, eh bien, je garde ça en tête jusqu'à ce qu'on me demande de restituer les 5 lettres dans cette expérience à mémoriser. Donc on retrouve ce PIM, et le M, la manière d'agir, a donc un substrat biologique qu'on peut très bien voir à partir d'enregistrement de l'activité cérébrale. L'autre exemple, c'est celui que vous allez voir dans un petit film. Vous allez voir une personne à qui on demande de visualiser des lettres. Alors cette fois, donc ces lettres, elle ne doit pas les prononcer dans sa tête, elle doit les visualiser. C'est-à-dire qu'on lui montre une feuille de papier blanche, comme celle-ci. Puis face à cette feuille de papier, elle doit imaginer qu'il y a une lettre écrite. Comme si elle avait été dessinée, à un moment on dit même gravée dans le bois, pour avoir une impression visuelle vraiment très nette. Donc c'est-à-dire que ici, certes, on perçoit la feuille de papier, mais ce qui est important, c'est cette manière d'agir, c'est sa façon de se concentrer de cette personne, qui est vraiment de faire émerger l'image mentale de la lettre. Alors dans le film, vous allez voir l'activité cérébrale qui accompagne l'émergence de cette imagerie mentale. Vraiment, la personne est active, et c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, il y a un petit son qui est en fait une sonification, donc on transforme sous forme de son l'activité cérébrale d'une région en particulier, qui est
situé cette fois à la base du cerveau, ce qu'on appelle le lobe temporal. Voilà, vous avez des régions visuelles et certaines servent à l'imagerie mentale. Eh bien, c'est cette région que vous voyez sur la courbe en train de s'activer à chaque effort, vraiment, pour faire émerger l'image mentale. Et donc, le son permet également de bien vous rendre compte de cet effort, de cette émergence-là. Donc, avec ces deux exemples, on voit le substrat neuronal de deux formes de manière d'agir, qui consiste à soit utiliser sa petite voix pour répéter des sons dans sa tête, soit utiliser une image mentale et vraiment avoir une sorte de petit écran sur lequel on peut projeter des choses. Alors tout cela sert dans bien des situations, et par exemple, j'ai eu la chance d'interviewer une footballeuse de très haut niveau qui m'expliquait que lorsqu'elle voit un adversaire qui va envoyer le ballon à une partenaire, eh bien, elle a cette capacité, cette manière d'agir qui est de faire émerger à l'avance la trajectoire que va parcourir le ballon. Elle me dit même qu'il s'agit pour elle d'un trait, je crois, blanc ou grisâtre qu'elle voit apparaître. Alors, vous doutez bien que c'est extrêmement pratique puisque donc, grâce à ses capacités d'anticipation, elle est capable d'anticiper cette trajectoire, de la visualiser, et puis ensuite, elle n'a plus qu'à se positionner par rapport à cette trajectoire. Alors, d'autres exemples, un exemple que j'aime bien, qui, là encore, permet d'insister sur l'utilité des images mentales, c'est cette énigme qui est la suivante, voilà, sous forme de petite énigme mathématique. Je vous la lis. Un homme possède 14 chameaux, ils meurent tous sauf 3, combien lui en reste-t-il? Donc, un homme possède 14 chameaux, ils meurent tous sauf 3, combien lui en reste-t-il? Il se trouve que cette petite énigme, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment une, piège pas mal de gens. En fait, beaucoup de gens abordent cet énoncé à un niveau purement verbal, avec une compréhension relativement superficielle, et en fait, ils en retirent 14, le nombre de chameaux, sauf 3. Sauf 3, c'est interprété comme moins 3. Et donc, la réponse qui leur apparaît la plus naturelle, c'est 14 moins 3, donc c'est 11. Si vous lisez cet énoncé, en favorisant comme perception évidemment ce qui a été et ce qui est écrit, et avec comme manière d'agir, l'action consistant à faire émerger une image mentale à chaque fois que vous lisez des mots. Donc, par exemple, un homme, ok, je vois un homme, possède 14 chameaux. Je crée une image où je vois 14, alors on s'en fiche du nombre exact, mais en tout cas, des sortes de chameaux, voilà, des vagues silhouettes de chameaux. Ils meurent tous, sauf 3. Je vois les chameaux qui tombent. Je vois qu'il en reste 3 sur mon image mentale. Combien lui reste-t-il? 3, c'est évident, puisque c'est ce que je vois dans mon image. Donc vous voyez que, dans un cas, la manière d'agir consistait simplement forme d'autorépétition verbale, rien de spécial, en tout cas pas d'image, et ça nous amène vers la mauvaise réponse. Et le fait de s'imposer d'utiliser une manière d'agir consistant à convertir sous forme d'image mentale ce qui est écrit, eh bien, m'apporte immédiatement la bonne réponse. Donc c'est un exemple supplémentaire qui montre que, selon le choix de la manière d'agir, de la conversion qu'on utilise, la même tâche peut devenir beaucoup plus facile. Un autre exemple, c'est celui que j'aime bien, qui est la méthode des lieux, qui là aussi va utiliser cette même manière d'agir. Donc la méthode des lieux, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une méthode classique de mémorisation qui s'utilise de la façon suivante. Je vous nomme une série d'objets simples, par exemple une bouteille, et un appareil photo, un écran et un cahier. Bien, et en fait, vous devez mémoriser ces objets dans l'ordre. Une bouteille, et un appareil photo, un écran et un cahier. Et la technique, consiste simplement à imaginer que la bouteille, on va la poser, par exemple, dans le frigo, que ensuite on va faire un petit voyage pour aller vers le canapé, et que sur le canapé, on va aller poser l'appareil photo, et qu'on va se trouver face à l'écran de télévision, donc au niveau de l'écran, un écran, c'est évident, et puis que sous l'écran de télévision, on voit un cahier qui a été posé dessous. Donc ça consiste en fait à visualiser les objets de la liste dans différents lieux, d'où la méthode des lieux. Et après, quand on nous demande de restituer la liste, eh bien simplement, il suffit de parcourir le petit chemin à l'envers. Je suis dans le frigo, qu'est-ce que je vois dans le frigo? La bouteille, je me pose sur le canapé, il y a un appareil photo, je fais face à l'écran, et sous l'écran, un cahier. Et donc j'ai ma liste. Mais on voit bien que cette méthode mnémotechnique, comme beaucoup d'autres méthodes mnémotechniques, en fait, utilise un PIM. Et ce PIM, c'est simplement au moment où on entend chacun des mots, des objets. Donc la bouteille, eh bien, ma perception, c'est évidemment le mot bouteille que j'entends. Qu'est-ce que je vais m'appliquer à bien faire? Eh bien, c'est au moment où j'entends le mot bouteille, c'est de l'imaginer, cette bouteille, placée dans le frigo, et ainsi de suite. Donc, je fais attention à bien faire quelque chose qui utilise l'image mentale. Donc, de nombreux moyens mnémotechniques, en fait, ne sont autres que des PIM, c'est-à-dire une façon particulière de se concentrer pour mémoriser l'information qui arrive. Alors, un petit mot pour un cas particulier qui est celui des personnes qui souffrent d'aphantasie. Alors, c'est une petite proportion de la population, mais il y a des gens qui sont incapables de créer une image mentale. C'est-à-dire que même si on s'est mis d'accord avec elles sur la signification d'une image mentale, c'est-à-dire qu'une image mentale, ce n'est pas exactement une image, ce n'est pas une image parfaite, c'est quelque chose qui a vaguement une droite, une gauche, un haut, un bas, et qui est peut-être éventuellement
quelques semblants de traits. Donc ça, c'est une image mentale. Eh bien, ces personnes assurent ne jamais voir d'image mentale. Alors, ces personnes-là, par rapport à ces PIM-là qui utilisent comme manière d'agir le fait de convertir sous forme d'image mentale, vont évidemment être gênées. Et il va leur falloir trouver des stratégies alternatives. Donc, par exemple, d'utiliser un petit papier et de faire des croquis, etc. Dernier exemple, pour essayer de vous mettre en confiance par rapport à ça, c'est un jeu, le jeu suivant. Voilà, je vous affiche une grille devant vous. Bien, le but du jeu, c'est de partir du point rouge et de mentalement colorier les cases que je vais vous décrire. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais commencer en vous disant, eh bien, la case avec un point rouge, je l'imagine un peu plus sombre. Et puis, je fais de même avec la case juste au-dessus. Donc, je monte d'une case et je la colorie aussi. Je monte d'une case, je la colorie. Je monte encore d'une case, je la colorie. Je monte encore d'une case, je la colorie. Je vais à droite d'une case, je la colorie. Je vais à droite d'une case, je la colorie. Je descends d'une case, je la colorie. Je descends d'une case, je la colorie. Je vais à gauche d'une case, je la colorie. Et la question évidemment, c'est quelle forme est-ce que j'ai créée comme ça en coloriant ces cases-ci. Alors c'est une lettre, et si vous avez trouvé que c'était la lettre P, c'est que vous avez été capable de faire cette manière d'agir consistant à former une image mentale à partir de ma description. Et donc vous savez parfaitement faire ça, donc vous pouvez l'utiliser dans plein d'autres situations. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.